Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette édition 2022 de l'étoile de Bessèges, étoile de Bessèges course par étape, la première course par étape de l'année en France, course qui s'est déroulée sur 5 jours, de mercredi à dimanche de la semaine dernière et on va revenir sur tout ça. N'hésitez pas, donc on parlera des bleus, top flop, il y aura peut-être même un point JR, qui sait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux, notamment si ça peut intéresser vos proches ou vos amis. Et bon, on commence tout de suite. Bonne semaine de reprise du côté de Bessèges. C'est toujours une course assez animée, l'étoile de Bessèges. J'en avais parlé lors de la présentation, il y a souvent des bordures. Bon, on a eu des bordures. Il y a souvent un peu des surprises, des sprints de costaud. On a eu des sprints de costaud. Et puis une étape vraiment, une course par étape animée. Ça a été le cas cette année, ça a été une belle édition. Il y a eu aussi un beau chrono du côté de Alès. Ça, c'est un chrono qui est quand même assez habituel, même si le début de parcours avait été légèrement modifié. Il était un peu plus long que d'habitude. Ce contre-la-montre à l'Est. Moi, j'ai adoré l'étape 3, donc l'étape de Bessèges, qui est toujours une étape très forte. J'ai adoré le sprint de l'étape 2. La bagarre entre Coquard et Pedersen. Donc ça a été vraiment, je trouve, une belle semaine de compétition et il y a beaucoup de choses à notifier sur cette semaine de compétition. Et puis surtout, il y avait une très belle starting list quand même cette année à Bessèges. Voilà, avec des belles équipes World Tour, et il faut le souligner, les organisateurs font vraiment du très très bon travail depuis au moins 5-6 ans, parce que c'est vrai que l'étoile de Bessèges à une époque c'était quand même une course vraiment franco-française, on va dire, et il y avait peu d'équipes étrangères et encore moins d'équipes World Tour. C'est vrai que ça fait depuis, alors le fait que ça soit télévisé aide aussi, mais ça fait quand même depuis 5-6 ans que il y a vraiment des belles starting lists, et je dirais ces courses de deuxième division, on va dire, ont maintenant des plus belles starting lists qu'il y a 5-6 ans où parfois c'était compliqué à regarder. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Bilan des Bleus, on commence par Benjamin Thomas, vainqueur de cette édition. Benjamin Thomas, c'est pour moi un peu un vainqueur surprise. Benjamin Thomas, parce que vu le parcours, vu l'étape numéro 4, qui était quand même une étape compliquée, cette étape numéro 4 avec le Mont Bouquet, je me disais, cette année, c'est quand même plutôt pour un grimpeur puncher. Parmi les favoris que j'avais mis en France du Pierre Latour, j'avais mis Bettiol, mais pour moi ça convenait pas un coureur comme Benjamin Thomas. Benjamin Thomas, coureur qui vient de la piste, très bon sur la piste, mais qui est quand même plutôt un lanceur de sprinter, un sprinter rouleur. Benjamin Thomas, il a été étonnant dans le Mont Bouquet, parce qu'il s'est un peu écroulé, mais il a très bien géré sa montée dans le Mont Bouquet, avec un très bon Rémi Rochas également qui l'a bien accompagné. En général, de toute manière, cette Cofidis a montré de très belles choses depuis le début de saison. J'en ai parlé déjà sur le Saudi Tour. Et je trouve que Benjamin Thomas vraiment a fait une très belle course, et une course assez surprenante. Ce qui est même très intéressant pour la suite de sa carrière, parce que Benjamin Thomas, moi je le voyais plutôt en tant que lanceur, notamment de Brian Coquard, de Chimolai qui sont arrivés dans l'équipe. Maintenant tu te dis, il y a peut-être autre chose de possible avec Benjamin Thomas. C'est-à-dire, là c'est quand même l'étoile de Bessèges. C'est un coureur qui peut être intéressant à emmener pour pourquoi pas aider à certains moments Guillaume Martin. Parce que là, vraiment, dans le Mont Bouquet, il a fait du très bon boulot. Ça montre aussi que Benjamin Thomas est en très grande condition physique. Mais là, ce qu'il a fait était vraiment très fort. Et sur les classiques de début de saison, ça peut être un coureur intéressant. Je ne connais pas son niveau je ne l'ai jamais vu sur les pavés, Benjamin Thomas. Donc je ne sais pas s'il est performant dans ces conditions-là. Mais il avait quand même été très très bon dans ce Mont Bouquet. Enfin voilà, et le Mont Bouquet, c'est vraiment des rampes, donc ça, on pourrait dire, ça ressemble à des temps de montée
de courses flandriennes, c'est-à-dire c'est vraiment des rampes avec beaucoup de pourcentage, mais il y a des replats entre chaque rampe. Mais vraiment, Benjamin Thomas très très fort, il s'est pas écroulé en chapeau, et puis oui, ça donne des perspectives, pourquoi pas sur des courses de 5-6 jours françaises, pourquoi pas un Tour du Limousin, ou des courses même où il y a des contre-la-montre, ça donne des opportunités, un coureur comme Benjamin Thomas, et je suis pas sûr qu'il se doutait qu'il était capable de faire ça, mais en même temps, Benjamin Thomas, ça fait partie des coureurs qu'on a mis assez vite comme équipier, qu'on a catalogué équipier assez vite quand il est arrivé chez Groupama. Et je pense que chez Groupama, il s'est mis en retrait en plus. J'ai pas l'impression que ça soit un coureur qui est énormément... c'est un coureur qui, je pense, est un peu timide. C'est pas celui qui gueule le plus. Je pense que Benjamin Thomas est dans un collectif comme la FDJ. On l'a souvent utilisé comme équipier d'Arnaud Démare. Parfois ou équipier d'autres sprinters, et ce qui fait il a cru dans sa tête qu'il pouvait être que ça quand vous êtes tout le temps équipier. Et pour moi, pour vous dire, cette victoire là dans l'étoile de Bessèges m'a fait penser un peu à un Jérôme Pinault, qui, pour ceux qui ne sauraient pas que Jérôme Pinault était coureur cycliste, il m'a fait penser au Jérôme Pinault de la B-Box, c'est-à-dire un coureur qui était capable de faire des très très belles choses sur des courses un peu vallonnées, et qui avait une très très bonne vitesse pour sprinter. Je trouve que voilà, Benjamin Thomas m'a vraiment fait penser à Jérôme Pinault sur cette semaine de compétition, et c'est plutôt un compliment. Pas le Jérôme Pinault, par contre, directeur sportif. On continue avec Bryan Coquard. Très belle semaine de Bryan Coquard, très belle victoire surtout. Surtout, c'est une victoire où il bat pas des branquignoles, hein, Bryan Coquard. C'est-à-dire que, pardon, excusez-moi, sur sa victoire sur l'étape face à Pedersen, c'est vraiment une victoire en costaud, quoi. C'est vraiment une victoire où il faut aller la chercher, celle-là. Hein. Et puis, je pense qu'il avait de toute manière envie de remettre les points sur les i. On l'a bien senti dans son interview. Qu'il n'avait pas aimé certaines choses. Moi, je vous en avais parlé... enfin, j'en avais pas parlé, pardon, pendant le Grand Prix de la Marseillaise, mais on me l'avait mis dans les commentaires. Et j'avais dit... faut quand même se méfier avec Coquard parce qu'il se fait quand même vraiment enfermer à 800 mètres, et il se fait enfermer parce que c'est Guillaume Martin qui est le leader du groupe de 3, parce qu'il y a Guillaume Martin, Benjamin Thomas et ensuite Bryan Coquard. Et j'avais dit c'est peut-être une des raisons qui a fait que Coco il a eu du mal à faire son sprint. Là il a été très très bon. Cette arrivée à Rousson, elle est difficile. Elle est très difficile. Il fait un très beau sprint. Et devant, Pedersen, le petit Johannessen de UNEX, Burgodo et Bettiol. Voilà, il colle. Enfin voilà, il est dans ce groupe-là. Donc très très beau sprint de Sabar. Devant des Champoussin aussi, hein, derrière. Non, ça a été solide. Alors après, moi j'attends de le voir avec une plus grosse opposition encore, parce que là il y avait Pedersen. Il y avait 3-4 coureurs qui étaient intéressants au sprint. J'attends de le voir sur des épreuves avec une plus grosse starting list. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, quoi. Vraiment, vraiment pas mal de la part de Bryan Coquard. Et ça fait du bien aussi de gagner, parce qu'un sprinter, c'est un peu comme un attaquant au football. Un attaquant au football, quand il marque plus de buts, il perd de la confiance et il fait tout de travers. Et c'est un peu pareil pour un sprinter. Quand il gagne plus un sprinter, il commence à tout faire de travers. Et je vous rappelle l'étape de l'année dernière sur Paris-Nice, où l'étape remportée par Chase Ball dans le Loiret, où il rate complètement son sprint, alors qu'il est dans une position vraiment préférentielle. Alors vraiment une position où normalement il a juste à accélérer et ça va au bout. Et puis il fait tout de travers sur ce sprint-là. Et parce qu'il a eu plus du tout la confiance, Bryan Coquard. J'espère que cette victoire-là va lui redonner la confiance, et puis surtout que ça va lui montrer qu'il n'a pas perdu sa giclette aussi, Bryan Coquard. Hein, parce qu'il faut aller le chercher, le Pedersen. Surtout le Pedersen très en forme cette semaine. Hein. On y reviendra, mais il était très en forme. Donc très belle semaine de Bryan Coquard.
Troisième concurrent. Et qui sait, à 2, on est toujours 3 fois plus fort. Vous l'avez bien entendu à ce point JR, c'est Mathieu Burgodeau. Pourquoi ? Mathieu Burgodeau cette semaine, il fait quand même un bon classement général. Il fait 5e ? C'est ça, 5e, juste derrière Pierre Latour, à 1 minute, à 30 secondes de Pierre Latour, à 1 minute au général. Si vous m'aviez dit en début de semaine que Burgodeau était capable de faire ça, je vous aurais dit, vous vous foutez de ma gueule. C'est intéressant pour Burgodeau, alors c'est un coureur qu'on attend quand même depuis quelques temps. Jean-René, El Patron, qui nous le vend depuis quelques temps. Alors certes, opposition pas énorme, malgré tout Burgodeau, il a été à l'attaque quand même. Que ça soit sur l'étape 2, sur l'étape 4, on l'a bien vu. Moi j'ai trouvé intéressant sur ces 2 étapes-là. Je vous dis pas que ça va être un futur coureur qui est capable de gagner un grand tour. Je vous dis pas ça. Par contre, un Tour du Limousin, totalement dans ses cordes. Alors que l'année dernière, vous m'auriez dit il est capable de gagner le Tour du Limousin, je vous aurais dit non. Donc ça montre qu'il y a quand même des progrès chez Burgodeau. Alors je vais encore attendre dans le temps pour voir ce que ça donne. Mais je trouve que sur cette semaine de compétition, il a été très bon. Pierre Latour, pas mal aussi. Par contre, Pierre Latour, sur le chrono, moi j'ai trouvé qu'il perd quand même un peu trop de temps sur le chrono face à Ghana. Pourquoi je prends en plus, je l'avais directos comme ça. Je trouve que Pierre Latour, voilà, il perd quand même 20 secondes, ce qui fait quand même du 2 secondes par kilomètre. Ça fait beaucoup, je trouve. Ça fait un peu mal par rapport à Filippo Ganna. Mais il a été bon, le coureur de la Total. Il y a encore des progrès à voir, notamment sur le contre-la-montre, où il perd 47 secondes. Il finit 25e. Peut-être sur encore un petit manque d'intelligence de course. À des moments, il attaque, mais il n'attaque pas forcément dans le bon timing. Mais sur cette semaine, ça a été vraiment plutôt intéressant de la part de Mathieu Burgodeau. Donc, chapeau coco. Et ça montre que dans cette équipe, on était peut-être démoralisé depuis quelques temps, parce que pourtant, on n'a encore pas vu Peter Sagan avec le maillot de l'équipe. Mais derrière, c'est beaucoup plus performant dans cette formation et encore une fois, sur des courses de 2e division, il a totalement la capacité de les remporter et de faire des bons classements. Donc je rappelle, il a que 23 ans puisqu'il a commencé très très jeune, Burgodeau. Il était déjà stagiaire en 2017. Moi, je pense qu'on l'a peut-être pris un peu tôt, hein, Burgodeau, 23 ans, il a peut-être fallu faire 1 ou 2 années chez les espoirs. Je continue avec les flops désormais. Parmi les flops, j'ai mis BNB Hotel, beaucoup trop discret cette semaine. BNB Hotel, on les a quasiment pas vus de la semaine, à part Goujard qui a pris une échappée. C'est quasiment le seul moment où on les a vus, BNB Hotel. C'est un peu dommageable, mais c'est un peu le résumé pour le moment des premières courses de cette saison. Une équipe très 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 discrète. Donc alors c'est pas encore totalement inquiétant. Je vous dirais c'est inquiétant si au mois de mars ils ont toujours rien fait. BNB Hotel. Après, il n'y avait pas non plus une grande starting list non plus dans cette équipe. C'est-à-dire que voilà, Raphaël Parizella, c'est quand même pas. Enfin voilà, il n'y avait pas des coureurs incroyables. Pour l'instant, Korexki, on l'a très peu vu aussi. Alors, j'ai toujours dit, l'adaptation VTT route, ça se fait pas si facilement que ça. Hein. Demandez à Jean-Christophe Perrault. Ça serait quand même intéressant ça aurait été intéressant qu'on le voit dans une échappée, Koretsky. Je crois qu'il en a pas pris. Donc soit j'ai raté quelque chose. Il finit Koretsky finit non là c'est le chrono pardon, mais au classement je crois qu'il finit à une bonne minute. À une bonne minute même plus loin. Koretsky finit 42e à 10,26. Meilleur classement sur une étape. Si ça s'affiche rapidement, peut-être que ça va pas s'afficher rapidement, mais j'ai trouvé que du côté de BNB Hotel, voilà, on était très trop discret. Il fait 47e du contre-la-montre. 47e au Montbouquet et 105e du contre-la-montre. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de boulot dans cette formation et que le début de saison n'a pas été exceptionnel. Je continue avec Groupama FDJ, très discret aussi. Groupama FDJ. Alors Quentin Paché et Thibaut Pinot font 10 et 11 au classement général, mais on les a quasiment pas vus. Ils font 10 et 11, mais on ne les voit pas quasiment de toute la semaine. Thibaut Pinot fait quand même un beau contre-la-montre, j'ai trouvé.
depuis son retour suite à son problème de dos. Pour moi, c'est le meilleur contre la montre qu'il ait fait, de ce que j'ai vu. Quentin Paché, 10e. Mais au Montbouquet, les deux, ils sont loin quand même. Hein. Pas dans le coup pour les attaques au Montbouquet. Alors, du côté de Thibaut Pinot, le Montbouquet, c'est pas trop sa tasse de thé. Lui, il aime les montées beaucoup plus longues. Ok, Quentin Paché, par contre, c'est sa tasse de thé. Donc, j'ai l'impression que de toute manière, chez Groupama, on n'est pas au top pour le moment de la condition physique. Un peu comme on pourrait dire à G2R. C'est des équipes où j'ai l'impression... C'est comme si j'avais l'impression que le stade du début de saison aurait presque été raté. Parce que bon, on est déjà à une dizaine de jours de course que j'ai vu, enfin une dizaine de jours de course, bonne dizaine d'épreuves, on va dire d'épreuves que j'ai vu là entre le Tour de la Communauté de Valence, donc cette étoile de Bessèges et le Tour de la Marseillaise et l'Arabie Tour. Le Saudi Tour, pardon, et on les a pas vus, Groupama FDJ, depuis le début de saison. C'est presque l'étoile de Bessèges, la course, on les a les plus vus, parce qu'avant le Montbouquet, ça roule pas mal quand même. Mais bon, dans le Montbouquet, il se passe pas grand-chose. Dans l'étape 2, il se passe pas grand-chose non plus. Donc c'est là où je reste un peu sur ma faim. Pourtant, sur la starting list, donc il y avait Thibaut Pinot, Armirail, Duchesne, Danius, Ludvigsson, Reichenbach, en sachant que Ludvigsson et Antoine Duchesne, surtout Ludvigsson, pas terrible. Duchesne, on l'a vu dans la bordure lors de l'étape 1, c'est l'équipe quand même qui se fait le plus avoir dans le coup de bordure. Donc voilà, c'est un petit peu inquiétant quand même pour cette équipe, je trouve. Autre équipe en difficulté, je vais y aller rapidement, c'est Saint-Michel. Alors déjà, il y a eu l'abandon de Romain Cardis, mais que ça soit Jason Tesson, même Romain Cardis, alors non, il a abandonné le premier jour, Romain Cardis. Mais Jason Tesson, je trouve qu'on ne l'a pas beaucoup vu et que surtout, on ne les a pas beaucoup vus. Également Saint-Michel-Aubert 93, on les a vus quelques fois dans des échappées. Mais voilà, je pense qu'ils étaient capables de faire beaucoup mieux sur cette semaine de compétition. On passe tout de suite aux coureurs au top. Du côté des coureurs au top, je commence avec le petit Norvégien de Uno X, Tobias Allan Johannessen. Très bonne semaine pour le petit Norvégien. Vainqueur au Montbouquet. Ou deuxième au Montbouquet, j'ai peut-être dit une connerie. Le Montbouquet, je l'ai regardé, il était au moins 22h. Donc je peux vous dire que voilà, j'étais pas hyper frais. Mais sur le chrono, je trouve qu'il fait un beau chrono pour un coureur jeune. C'est parfois compliqué les contre-la-montre pour les jeunes coureurs parce qu'il y a une vraie différence entre le niveau espoir, on va dire, et le niveau professionnel. Mais non, il gagne bien au Montbouquet, c'est bien ce que j'avais vu. Arrousson, très belle étape. Bessèges aussi, il fait 3e. 15e donc du contre-la-montre à 22 ans. Alors, on m'avait dit, oui, il a gagné le Tour de l'Avenir. Il a également été, je ne sais plus, 2e du Baby de Giro la même année, donc c'est solide. Je dis toujours, bon, faut se méfier, parfois c'est compliqué. Mais là, il s'est adapté très vite à cette catégorie. Il est chez Uno X, qui je dirais est une excellente équipe pour la formation. On s'en aperçoit, c'est peut-être même la meilleure équipe en 2e division pour se former. Ça montre aussi que la Norvège a fait énormément de travail comme le Danemark sur la formation des jeunes coureurs. On le reverra du côté du Tour de Catalogne, ça va être intéressant parce que le Tour de Catalogne, il y aura un peu plus d'opposition quand même, que sur cette étoile de Bessèges, mais je trouve qu'il a extrêmement bien couru pendant toute la semaine. Notamment le Montbouquet, il fait vraiment une très belle montée du Montbouquet, donc c'est un coureur qui est très intéressant pour l'avenir. Jamie aussi. Jamie. Oh. Mats Pedersen, pourquoi ? Vainqueur du classement du sprint. Vainqueur également d'étape, Mats Pedersen, très bon sur le contre-la-montre où il finit qu'à 7 secondes de Ghana, c'est pas négligeable non plus. Alors certes un Ghana qui est pas encore en forme olympique, très clairement, mais bon, il est 2e de ce contre-la-montre, 3 secondes devant Benjamin Thomas. Là aussi, du côté de Mats Pedersen, très bonne semaine, bien meilleur début de saison que l'année dernière quand même, où le début de saison
Il a jamais été vraiment dans le coup, on va dire, Mats Pedersen. Mais surtout, il avait eu un début de saison un petit peu poussif, à part sur 2-3 courses sur les classiques flandriennes. Et puis après, bon, ça avait été très compliqué toute sa saison. Ça fait du bien de le revoir. Parce que bon, Mats Pedersen, quand même champion du monde, coureur, champion du monde, en étant un jeune espoir. Ça, c'est jamais facile. Hein. Demandez à Alexandre Balan. Il a été champion du monde très jeune et ensuite derrière il a eu du mal à confirmer ce titre de champion du monde. Pedersen, lui, il avait quand même un peu confirmé en remportant des courses, mais il a été surtout très très bon pendant toute cette semaine. Même s'il se fait battre par Coquard, il se fait battre par un grand Coquard, et surtout, contrairement à Coquard, Pedersen c'est pas forcément le meilleur en bosse. Normalement du côté des sprinters. Donc moi je l'ai trouvé vraiment très bon. Sur la bordure, il fait un énorme boulot. En plus, en rajoutant en plus de sa victoire. Et puis très bon contre la montre. Donc vraiment du bon boulot de la part de Mats Pedersen. Et alors lui, je sais pas quelle course il va faire dans les semaines à venir, mais il faudra le suivre parce que c'est pas le Mats Pedersen de 2021. Jay Vine, le coureur australien qui n'est pas dans le classement général, enfin il est très loin au classement général, Jay Vine, parce qu'il avait perdu du temps sur les coups de bordure. Par contre, le Mont Bouquet, solide également sur le contre-la-montre parce qu'il finit à 22 secondes. Sur le Mont Bouquet, je pense même qu'il pouvait faire une chouille mieux. C'est-à-dire sur le Mont Bouquet, je pense qu'il se fait battre par Johannesson, mais parce qu'il court peut-être pas de manière hyper intelligente et que le Norvégien ce jour-là est en très grande forme aussi. Mais Jay Vine, je rappelle, c'est un coureur qu'on nous promet comme un très bon grimpeur depuis longtemps chez Alpecin, et puis on voyait pas grand-chose arriver. C'est intéressant quand même de voir enfin un peu confirmé sur des côtes de 4-5 km. Parce que même sur les côtes de 4-5 km, à part Van Der Poel, il n'y a personne sur les montées. Il y a Sbaragli, mais bon, Sbaragli, c'est quand même depuis quelque temps qu'on ne l'a pas vu performant. C'est vrai qu'il y a un vrai déficit de grimpeurs chez Alpecin. Et ça ne s'est pas arrangé parce qu'on a repris des sprinters cette année. Donc il n'y a toujours pas de grimpeurs chez Alpecin. Jay Vine, en grimpeur, ça peut être une bonne solution. Parce que c'est bien de jouer les sprints, mais il y a un moment, les grands tours, allez, on va dire, tu as une semaine de sprint. Le reste, ce sont des étapes où il faut être à l'attaque. Et dans cette équipe-là, même dans les échappées, il n'y avait personne. Et Jay Vine, moi j'avais trouvé que jusqu'à maintenant, c'était un peu comme Buitrago, pour ceux qui ont vu le débrief du Tour d'Arabie Saoudite, c'était pas dingue. J'avais l'impression qu'on me l'avait peut-être un petit peu survendu. Et bah là, cette semaine, j'ai trouvé que la manière dont on me l'avait vendu, c'était peut-être très intéressant. Alors là encore, on était sur une montée très particulière qui correspond bien aussi à ses qualités d'anciens spécialistes de Swift. Parce que c'est des petits efforts fractionnés, c'est un peu ce que tu peux faire sur Swift très régulièrement. Mais il fallait quand même y arriver. Le seul problème, c'est que voilà, dans les 200 derniers mètres, je pense que il est plus frais que Johannesson, mais qu'il n'enclenche pas son sprint au bon moment. Et puis, je termine avec Bettiol. Toujours bon cette période-là de l'année, Alberto Bettiol. Ça n'a pas manqué, j'avais mis parmi mes favoris. Même l'année dernière, il avait fait une bonne étoile de Bessèges. Donc maintenant, il faudra voir si ça se poursuit dans le temps. Mais Bettiol, voilà, il a été régulier. Il prend la 6e place du chrono, 2e place du général à 16 secondes. Montée intéressante sur le Mont Bouquet, même si j'aurais aimé qu'il gagne un peu plus de temps sur Benjamin Thomas. C'est, je pense, ce jour-là où Benjamin Thomas a gagné la course. Après, il fait quand même un bon contre-la-montre. Il fait, je dirais, une bonne semaine en général, Alberto Bettiol. Maintenant, il faudra voir si ça tient au fur et à mesure de l'année. Et surtout, est-ce que Alberto Bettiol est toujours en capacité d'aller chercher les Flandriennes ? Parce que, vu ce qu'on a vu l'année dernière, sur les Flandriennes et ce que j'ai vu notamment aux Jeux Olympiques, j'avais l'impression qu'il avait bifurqué plutôt vers puncher que vers Flandrien. Après, on s'aperçoit qu'avec Julien Lafilippe, être puncher n'empêche pas d'avoir des bons résultats sur les Flandriennes. Mais peut-être que pour Bettiol, c'est un peu plus compliqué. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, j'ai mis Alexandro Covi, que j'avais mis parmi mes favoris avant le début de la course, Covi, qui finit seulement 36e à 8,24, qu'on n'a jamais vu sur les sprints. Alors,
C'est vrai qu'il y avait Ackermann également, Ackermann qu'on n'a pas plus vu en passant sur les sprints. Ackermann, c'est aussi une déception, on pourrait dire. Mais du côté d'Alexandre Kovi, il y avait même la capacité d'aller chercher le général. Parce que le Mont-Bouquet, ça correspondait à ses qualités. Parce que l'étape 2, ça correspondait également à ses qualités. Du côté du coureur italien. Donc, moi, j'ai eu une petite déception voilà, pour Alessandro Kovi. Je m'attendais quand même à mieux de la part du coureur italien sur cette semaine. Mais là encore, UAE, bon, il y a eu Ulissi. Derrière, ça a été un petit peu plus compliqué pour les autres coureurs de cette formation, notamment Ackermann qu'on n'a pas vu. Et Kovi, il a peut-être aussi des objectifs un peu après. Mais bon, une petite déception quand même pour moi, Alessandro Kovi. Je continue assez vite avec Kwiatkowski. Parce que j'ai grosso modo 2 flops principalement, parce que je vois que je suis quasiment à 30 minutes de vidéo. Je voulais faire plus court que pour le Tour d'Arabie Saoudite et je vais faire aussi long. Kwiatkowski, pourquoi je le mets en flop? Pour moi, même son équipe n'y croit plus en tant que leader. C'est-à-dire que on a mis Carapaz en leader, alors que Carapaz, en conditions physiques, c'était pas top. Il y a eu le stage catastrophe en Colombie, il s'est pris 6 heures de décalage horaire, ou je sais pas combien il y a avec la Colombie, peut-être plus dans la gueule, plus les conditions climatiques, on passe de 30 degrés, voire plutôt 35 en plein après-midi, à 0. Parce qu'il n'a pas fait extrêmement chaud sur cette étoile de Bessèges, alors peut-être pas 0, mais il faisait même pas 10 degrés sur certaines étapes. Voilà, de l'autre côté vous avez Kwiatkowski qui aime bien ses conditions de début de saison, il aime bien le froid, le polonais, et pourtant il n'a jamais été en position d'être leader de l'équipe. C'est-à-dire j'ai même l'impression que Magnus Sheffield était plus leader que lui dans la formation. Et ça m'a rappelé que Kwiatkowski en fait, quand il a quitté Quick-Step, c'était l'un des meilleurs coureurs du monde. Il était hyper complet, il grimpait bien, bon sur le contre-la-montre. Alors un peu limité en haute montagne, mais il s'en sortait très bien sur les montées de 10 km. Et aujourd'hui, Kwiatkowski, en termes de palmarès, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Par rapport aux promesses de ce coureur-là, c'est vrai que c'est frustrant. Il pourra avoir des regrets quand même. Sur la fin de sa carrière, je pense, Kwiatkowski. Parce que il est resté pour moi trop longtemps chez Sky. Je pense que Sky Ineos c'était pas un bon choix de carrière à un moment. Alors on lui avait peut-être promis Monts et Merveilles aussi, parce que je pense qu'on lui avait promis à un moment d'être leader sur les grands tours, et puis il a jamais été leader sur les grands tours. Il a même pas toujours eu sa carte sur les classiques. Il a un beau palmarès après un Kwiatkowski, mais je pense qu'il aura des regrets parce que ça aurait pu être encore plus beau. Et je pense qu'on lui a pas laissé tout le temps les opportunités de s'imposer. Et là maintenant, il aurait dû se barrer il y a 2 ans de Ineos, parce que là maintenant, il a plus aucune. Enfin, c'est vraiment un équipier, un larbin quoi, Kwiatkowski. Alors que quand tu connais ses qualités, tu te dis, le mec devient larbin, c'est un peu triste. Et puis je termine avec la Bardiani. Pourquoi la Bardiani? Parce qu'il y a un seul coureur qui a fini cette épreuve de l'étoile de Bessèges du côté de la Bardiani. Alors il faut quand même citer son nom parce que à ce niveau-là, c'est une belle performance quand même. C'est Samuele Zoccarato. Ils étaient déjà plus que 3 à l'étape 5. Sauf que à l'étape 5, il y en a 2 qui ont fini hors délai, Colnaghi et Santaromita. Donc c'est comme quoi Alessandro Santaromita, il n'a pas les mêmes qualités que... Je crois que c'est son oncle, je ne sais plus. Ivan Santaromita, Alessandro Santaromita. Donc c'est Samuele Zoccarato, c'est Battaglin qui n'a pas démarré à l'étape 3, Fiorelli qui a abandonné à l'étape 3, Mazzucco pas là sur le contre-la-montre, qui était hors délai, Modolo qui n'a pas démarré à l'étape 3, c'est quand même un peu la grosse déception du côté de Bardiani. Pourtant vous savez que Androni, Bardiani, c'est des équipes que j'aime bien parce que voilà, c'est le cyclisme. C'est ces équipes-là qui font perdurer un petit peu le cyclisme italien quand même. Donc c'est important de le souligner. Mais aujourd'hui, voilà, une équipe de 2e division qui finit à un seul coureur sur l'étoile de Bessèges,
ça fait quand même un petit peu mauvais genre, je trouve. Et surtout, ce qui est intriguant, c'est d'avoir 3 coureurs hors délai au niveau du contre-la-montre. Alors, soit ils connaissaient pas le règlement. C'est vrai qu'il fallait être, je crois, en moins de 3 minutes d'écart avec Ganna. Mais bon, sur 10 bornes, se prendre 3 minutes, c'est qu'il y a un petit peu de relâchement quand même avant cette dernière étape. C'est quand même un petit peu dommageable. Je trouve aussi que c'est presque un manque de respect quand même envers les organisateurs. Quand vous êtes 3 à être hors délai sur le chrono, ça veut dire que vous n'avez pas pris cette dernière étape de manière sérieuse, je pense. Bon, c'est un petit peu un problème pour moi, surtout quand on voit notamment Gosport ou les Binlin Métropole fini au complet. Team 1 Antakleutique n'a que 2 abandons. Voilà. Ils se sont pourtant. Saint-Michel n'a que à 3 abandons, mais dont un sur chute. Je trouve que c'est un petit peu dommageable également de ce côté-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures, notamment présentation du Tour de la Provence, présentation du Tour de Man, débrief encore le Tour de la Communauté de Valence. Il me reste les 2 dernières étapes à regarder. Nous sommes le 8 février, 17h11, mais sinon tout va bien. Allez, ciao ciao sur la Meilleure Production.